Merci Denis et tout le monde d'être là et prête. Moi, je suis Catherine Kremnitzer et je vais parler en anglais. Merci. So, I have the pleasure of moderating a session devoted to Cézanne's reception in the English-speaking world, from the copious scholarship authored on Cézanne to artists inspired by his work and passionate collectors who lived with his works in their homes and through their generosity made Cézanne accessible to new publics. I would be remiss not to mention Mary Tompkins Lewis, who sadly could not join us here this week, but whose work on Cézanne certainly informs this session and our collective thinking. So without further ado, I'd like to introduce our first speaker, William Adams, who, having written his doctoral dissertation in philosophy on Merleau-Ponty, and this year published a book on Cézanne and Chateau Noir, will be discussing American artist Marsden Hartley's encounter with Cézanne's life and work at Chateau Noir. Adams spent more than 30 years as a professor and leading administrator at several American universities, in addition to serving as director of the National Endowment for the Humanities from 2014 to 2017. Please welcome Dr. Adams. Merci. Merci à vous tous pour être venus et merci à Denis Coutagne pour m'avoir invité. C'est un grand honneur d'être ici. Bon. À l'automne de 1911, Marsden Hartley, le jeune peintre américain, a visité la collection Havemeyer dans la résidence familiale à New York. Ce jour-là, Hartley a vu et découvre notamment Mont Saint-Victoire vu de Montbrion de Paul Cézanne. Il était profondément marqué, même si par la suite d'autres peintres européens compteront dans sa formation de peintre, Cézanne demeurera à jamais le plus important. Comme Hartley est un lecteur vorace, cette première rencontre avec l'œuvre de Cézanne l'incite à lire les souvenirs de Émile Bernard sur ses conversations avec le peintre aixois. Hartley est frappé par la déclaration de Cézanne selon laquelle, quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Le jeune peintre américain est également ému par les références répétées de Cézanne à la nature comme le sujet central de l'art, qui coïncide ainsi avec ses racines dans les paysages sauvages de Maine et ses dispositions spirituelles. Depuis Paris, son principal soutien et mentor, Alfred Stieglitz, lui envoie alors des reproductions de nature morte de Cézanne. Hartley a commencé à produire des tableaux inspirés de Cézanne et Stieglitz les expose dans sa galerie au début de l'hiver 1912. La réaction enthousiaste du public incite alors Stieglitz et de riches New-Yorkais à parrainer le premier voyage de Hartley en France. À Paris, Hartley découvre de nouvelles toiles de Cézanne comme celles d'artistes français et allemands. Il fait aussi la connaissance de personnalités de la scène culturelle, parmi eux Gertrude Stein, qui a acheté un de ses tableaux et l'accroche à côté des toiles de Picasso, Matisse et Cézanne. Ce premier succès dans un Paris cosmopolite incite Hartley à explorer l'Europe. Pendant une vingtaine d'années, il mène alors une vie de bohème entre Paris, Londres, Berlin et Hambourg. En 1925, il a décidé de s'installer à Vence, à nord-ouest de Nice.
il commence à peindre des paysages, notamment les remarquables reliefs des Alpes du Sud qui s'élèvent au-dessus de la plaine côtière. Hartley est particulièrement attiré par les massifs calcaires qui se dressent au-dessus des villages de Saint-Genès et de Pont-de-Loup. Il lui importait certainement que la vue de Pont-de-Loup comprenne un viaduc très semblable à celui d'Aix que Cézanne avait représenté dans ses tableaux de la vallée de l'Arc. En dépit de nombreux motifs qui l'attendent, Hartley n'est pas heureux avance. Déjà, il songe à repartir. Au même moment, alors qu'il emprunte le sentier pédestre séparant Vence de Saint-Paul, le hasard place sur son chemin Charles et Adelaide Kuntz, un couple américain. Hartley et Charles Kuntz s'étaient rencontrés à Paris en 1921. Charles et Adelaide vivaient alors à Villefranche, mais prévoyaient de s'installer à Aix-en-Provence dans le courant de l'année. Il conseille alors à Hartley de visiter Aix, ce qu'il fait au printemps de 1925. Il est aussitôt conquis par la ville. Il décide de s'y installer à l'automne de 1926, un an seulement après son arrivée à Vence. Hartley a loué tout d'abord une petite maison, le Canto Grillé, le long de la route du Toulonnais. Mais très tôt après son arrivée, son propriétaire lui donne congé. Hartley est dévasté. Mais cette décision est assortie d'un cadeau inestimable. Ce même propriétaire lui propose en effet un nouveau logement situé un peu plus loin sur la route de Toulonnais. Maison Maria, sur les terres de Châteaunois. Hartley ne pouvait rêver mieux. La propriété et ses environs offrent en effet une infinité de motifs paysagers, intimes et grandioses, boisés et dégagés, habités et sauvages. Et il y a l'héritage de Cézanne, encore si frais, 20 ans à peine après sa disparition. Commence alors l'une des périodes les plus fertiles et les plus déterminantes de la carrière de peintre américain. Hartley a commencé son travail artistique à l'intérieur de Maison Maria avec des dessins au crayon et à la pointe d'argent, ainsi que des natures mortes à l'huile. Pour quelqu'un qui, d'après Cézanne, insistait sur la primauté de la couleur, Hartley restait toutefois adepte de dessins au crayon et à la pointe d'argent, des médiums où la ligne règne. Les dessins sont doux, sensuels, délicats, caractérisés par l'utilisation parcimonieuse de lignes pleines et recours abondant aux ombres marquées à l'aide de traits obliques très fins au crayon. En revanche, les natures mortes à l'huile exécutées à la Maison Maria sont remarquables pour leur palette de couleurs. Elles couvrent le spectre des subtiles variations de rose et d'orange en passant par le gris, rouge, jaune et bleu. Voici une gamme impressionnante, inspirée sans doute par les couleurs de Provence. En tout cas, la règle de composition de Cézanne, quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude, fait toujours autorité. À l'approche de l'été de 1927, Hartley travaille en extérieur dans le magnifique paysage de Château-Noir. S'il était déjà âgé 50 ans, il demeure
un marcheur vigoureux et il n'y a pas de meilleur terrain d'excursion à pied que les espaces vallonnés situés au-dessus de la maison Moria. Les pentes rocheuses et boisées de Château-Noir offrent à Hartley de nombreux motifs qui lui permettent de créer plusieurs dizaines d'images à la mine de plomb et à la pointe d'argent. Comme dans ces natures mortes, ces dessins sont subtils, délicats et parfois fantomatiques, ce qui n'est pas sans rappeler les dessins et aquarelles de Cézanne exécutés au même endroit. Tout comme Cézanne encore, Hartley admire les formes sinueuses des pins d'Alep. Il les représente sous différents aspects, utilisant des lignes ondulantes et des ombres pour évoquer leur forme fluide et le sol jonché de rochers. Mais ni les natures mortes, ni les paysages de Château-Noir ne peuvent rivaliser avec la Sainte-Victoire. Quel que soit l'endroit où se trouve Hartley, sur la route du Tollonnais, autour des différents demeures du domaine, sur les pentes qui surplombent ou encore sur les corniches de Bibémus, la montagne se trouve inexorablement dans son champ de vision. Il a ainsi pu l'observer au fil des différentes saisons, à toutes les heures du jour, et éclairé par toutes les lumières possibles. Et connaissant certains Sainte-Victoire de Maître d'Aix et l'obsession qu'elle suscitait en lui, Hartley dialoguait avec Cézanne chaque fois qu'il tournait son regard vers la montagne. Hartley a réalisé des dessins à la mine de plomb et à la pointe de métal et argent de la montagne Sainte-Victoire à partir de plusieurs endroits, comme les natures mortes et les paysages. Ils sont précis et dépouillés, s'appuyant sur l'utilisation parcimonieuse de la ligne, de l'ombrage et d'abondantes bandes de papier blanc largement ouvertes. Les aquarelles de Cézanne sur la montagne semblent avoir été motivées par une quête picturale d'efficacité. Quel est le moins que je puisse faire avec des panneaux de couleurs pour faire apparaître cette chose? Les dessins de la montagne de Hartley semblent motivés par une quête similaire, mais en noir et blanc. Dans un monde sans couleur, comment cette chose se montre-t-elle? Mais pour ce qui est de l'innovation pure et de la prise de risque, rien de ce que Hartley a fait à Château-Noir n'est comparable à sa remarquable série d'huiles représentant la Sainte-Victoire. Cette série se compose d'au moins 11 toiles de taille à peu près identique. Tout ont été exécutées depuis la route de Tollonnais, près de l'entrée de Château-Noir, ou sur le promontoire de la barre de Rocher, en regardant vers l'est à travers le terrain chaotique des Infernets qui s'étendent jusqu'à la base de la montagne. Si les formes primaires de ces œuvres restent familières, la couleur, en revanche, est inédite. La palette des Sainte-Victoire de Hartley est anormalement opulente. Il s'agit presque de baumes de couleur, quasi radioactifs dans leur brillance et leur saturation, des rêveries en rose vif, bleu foncé et violet, vert, rouge et jaune fluorescent, des variations électrisantes et provocantes, des caractéristiques naturelles et des expériences visuelles qui nous rappellent la montagne tout en les dépassant pour entrer dans le domaine de l'imaginaire. Cézanne, lui aussi, a utilisé
une seule vue de la montagne Sainte-Victoire comme modèle pour un ensemble de compositions extrêmement variées, réalisées à partir de groupes de couleurs soigneusement sélectionnés et contrôlés. Il est peu probable que Hartley ait vu cette série dans son intégralité en 1927, lorsqu'il a commencé à peindre la sienne, mais il a néanmoins canalisé et reproduit l'exercice à sa manière. Il y a également un clin d'œil certain à Cézanne dans le travail de pinceau. Les bandes de couleurs éclatantes des toiles de Hartley sont composées de traits courts et serrés, de taches disposées en diagonale et délimitant la forme générale du terrain, montant et descendant avec les pentes de la montagne. Les taches de Cézanne dans Sainte-Victoire vue des Louvres sont moins régulières et moins bien organisées, mais vu de près, les détails des deux séries évoluent fortement dans le sens de l'abstraction. Mais pour Hartley, la montagne Sainte-Victoire avait cessé d'être un simple motif. Elle est devenue une référence spirituelle, même métaphysique. Il chercha à en exprimer l'importance aussi bien par les mots que par la peinture. Lors d'une absence de Château Noir en février 1928, alors qu'il a trouvé à New York, il a écrit un poème intitulé La montagne et la reconstruction. Dans les premiers vers, il confesse son désarroi d'artiste. J'étais arrivé à la fin d'un modèle raté, écrit-il. Je n'arrive pas à voir le tissu des lambeaux. En pleine crise, il n'avait d'autre issue que de se reconstruire, de repartir sur un terrain nouveau avec un modèle nouveau. Ce modèle fut la Sainte-Victoire et les deux veillards qui l'habitaient. Plus encore, ce furent les principes que Cézanne avait découverts et suivis, comparés par Hartley à des séquences musicales. La nature d'abord, la couleur qui rend les choses vivantes et visibles, et la méthode qui donne accès à la nature, à la couleur et aux choses elles-mêmes. Un mois plus tard, en mars, Hartley se rendait à The Arts Club of Chicago pour l'ouverture d'une exposition de toiles réalisée à Château-Noir et pour prononcer une conférence devant ses membres. Ce fut l'occasion de développer les intuitions encore énigmatiques de la poème La montagne et la reconstruction et de communiquer au public américain son enthousiasme pour Cézanne. Cette conférence intitulée La recherche originale de Cézanne reposait sur une seule proposition. La véritable signification d'une œuvre d'art réside dans la qualité de sa recherche sur les lois de la nature. Une formule qui pouvait paraître étrange, voire obscure pour un auditoire profane. Mais pour Hartley, elle contenait la clé de l'expérience esthétique, ce sentiment que chacun, spécialiste ou amateur, peut éprouver face à une peinture, une sculpture ou un dessin puissant. Le plaisir profond de la beauté, de l'harmonie, l'impression d'être en présence de quelque chose de vrai. Pour susciter une telle expérience, l'artiste devait, selon Hartley,
abordait son sujet avec une ouverture totale, affranchi de toute idée reçue et de toute opinion préexistante. Devant le motif, paysage, composition d'objets ou figures, il devait se perdre, s'effacer, s'abandonner afin de laisser le sujet pénétrer en lui. Hartley voyait en Cézanne le modèle de cette discipline de l'effacement. Il le qualifiait barbare sauvage de Provence, tout en reconnaissant en lui l'artiste qui avait su maîtriser l'art de se dépouiller de soi pour se laisser remplir par les formes de visibles. La recherche originale de Cézanne consistait en cette quête de voir et de peindre le monde avant qu'il ne soit travaillé, déformé par nos préjugés, nos besoins et nos désirs. Ce qu'il avait compris et accompli, c'était l'annihilation de soi dans le sujet. Pour percevoir l'irisation des lois et atteindre la transparence du mystère, il fallait abolir le sujet personnel et biographique. Telle était la recherche originale de Cézanne, telle était la leçon de Saint-Victoire. Le prix de cette annihilation était élevé, l'isolement et l'incompréhension. Aucun artiste moderne n'a autant souffert d'une idée, n'a été autant maltraité, nié, moqué ou tourné en dérision, écrivait Hartley. Mais en même temps, aucun n'était, allé aussi loin dans la quête de vérité en peinture. Voilà pourquoi Cézanne importe et pourquoi il était essentiel que les amateurs d'art américains le découvrent. Hartley a quitté Château-Noir définitivement au début du mois de mars de 1930, confiant son chien Troy et au moins 4 tableaux à la propriétaire, Madame Tessier. De retour aux États-Unis, il pose à nouveau son regard sur les montagnes blanches du New Hampshire et du Maine. Il a gardé le meilleur pour la fin, trois ans seulement avant son mort. Lors d'un séjour à Bangor, dans le Maine, à l'automne de 1940, Hartley se rend à Mount Katahdin, le plus haut sommet de Maine et l'un des plus isolés. La nature intacte et en abondance. Il passe une semaine à Cobb's Camp sur le lac Katahdin, où il jouit d'une vue exceptionnelle sur le lac, la montagne et les frondaisons d'automne. Il a dessiné et peint pendant une semaine, étudiant la montagne à différents moments de la journée et sous différentes conditions de lumière. Il a même neigé. Hartley est enthousiasmé et ému par le spectacle. Et lorsqu'il retourne à Bangor, il réalise 20 peintures de même motif au bord du lac. Il y a des belles réminiscences de Saint-Victoire et de Cézanne dans ces tableaux remarquables. La série, l'esprit intense de lieu, l'expérimentation de la couleur et de la lumière, et même par endroits, celle de la touche de pinceau. Mais c'est surtout Hartley qui est présent. L'aspect plat des compositions, les formes légèrement bosselées de la montagne, les nuages comme les boules de coton flottant dans le ciel, les blocs
intense de couleurs fortement contrastées, séparant l'eau de la forêt et de la montagne. Dans le désert de Maine, Hartley a retrouvé Cézanne et sa montagne. Merci.